soir. L'immense plaisir de recevoir Olivier Boumsel, professeur d'économie ici, et François Hartog, qui est professeur à l'ENS et EHESS. Alors là, je vais me permettre une petite anecdote personnelle concernant cette rencontre. Un jour, j'ai eu une demande d'Olivier de me rencontrer. Alors qu'un enseignant-chercheur éminent de plus demande à rencontrer le bibliothécaire de l'école est toujours quelque chose de surprenant, et je l'ai pris avec un très grand plaisir. Et Olivier m'a expliqué qu'il s'agissait de discuter d'un projet personnel qui avait trait à son parcours intellectuel, et qui avait eu lieu depuis la parution d'un de ses ouvrages, La Nouvelle Économie Politique, et je laisserai Olivier le présenter. Et ensuite, comment dire ça, des branches, des poussées qui étaient apparues concomitamment autour d'un livre qui s'appelle Après nous et Les damnés de la paix, sur des thématiques qui, vues de loin, semblent différentes. Après nous étant plus proche de la fiction et Les damnés de la paix étant un essai effectivement autour de l'évolution de la géopolitique et la création d'un nouvel ordre mondial. Mais tout cela, vraiment, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, parce que je crois qu'il faut laisser Olivier et François pouvoir discuter. Et donc j'ai demandé à Olivier, mais comment pouvons-nous animer quelque chose comme ça? Et Olivier, très spontanément, m'a dit, mais effectivement, il faudrait... J'ai envie de discuter de tous ces sujets avec quelqu'un, qui est en gros quelqu'un qui s'y connaît, enfin c'était un peu l'idée, et donc c'est François qui a été tiré, choisi, sélectionné, je ne sais pas, ça restera toujours le secret d'Olivier. Et là c'est vrai que François, dont j'ai aussi, je l'avoue, découvert l'œuvre dans la préparation de cette rencontre, donne un contrepoint qui, à mon avis, va être tout à fait intéressant concernant les évolutions actuelles en matière de compréhension du rôle de l'histoire et de l'historiographie dans les sciences, parce que François donc a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet, et vous m'excuserez François, et vous ne cessez pas de parler de Chronos, qui ne cesse, comme les révolutions de Büchner, de dévorer ses enfants et de revenir. Alors maintenant, je voulais vraiment partager avec vous ce moment, parce que il n'est pas si commun de pouvoir assister déjà à un échange avec deux personnes d'un tel niveau, et autour quand même, et ça peut que toucher mon côté amoureux des livres, autour quand même d'une démarche éditoriale. Au sens fort du terme. Alors, juste pour lancer, alors vous me pardonnerez une question très naïve, je suis là pour ça. C'est dans Les damnés de la paix, Olivier, vous écrivez: la soudaineté du retour de la guerre remet l'histoire en scène. On l'avait cru disparu, victime du présentisme, de l'anthropocène, de l'effondrisme, de la vacance américaine. Elle revient au galop. La guerre étant par essence transitoire, elle oblige à se projeter dans l'après. Pour reprendre les catégories d'Hartog, nous avons les deux qui sont là, elle restaure un futurisme dans lequel après ne peut être que meilleur qu'avant. On est loin de l'économie et même des physiocrates. Alors ma question, Olivier, ce serait: est-ce que vous croyez encore à l'économie? Je ne crois pas à grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que je crois dans les sciences humaines. C'est-à-dire, je crois qu'il existe une discipline assez large de la connaissance qui recouvre l'objet humanité dans sa temporalité, justement son historicité, son passé, son présent, son futur, et dans lequel, à un moment donné, l'économie est apparue, sans doute au XVIIe siècle. Et je profite de la présence d'Anne Perrault pour dire que la lecture des travaux de Jean-Claude Perrault, qui est mort l'année dernière, enfin il y a 2 ans, sur
d'histoire intellectuelle de l'économie politique, et qui est en réalité un travail assez profond sur l'importance de l'historicité en économie, c'est-à-dire le fait qu'on ne pense pas l'économie de la même manière suivant qu'on est au XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe, au XXIe, est quelque chose qui m'a toujours traversé chaque fois que j'ai eu à faire du terrain ou à rencontrer des situations, et qui rapproche inéluctablement la discipline économique de l'histoire. Et j'ai toujours considéré que ces deux disciplines se parlaient, et quand la théorie des ordres sociaux, dont on parlera, a été publiée il y a une quinzaine d'années maintenant, je me suis rendu compte à quel point l'articulation entre l'économie, les sciences politiques, l'anthropologie, l'histoire et précisément l'histoire du temps pouvait se rencontrer, et la difficulté qu'il y avait à s'inscrire dans un cadre en faisant abstraction complète des autres. Et il se trouve que j'ai rencontré François en 2010, 2011, je crois, et qu'on a depuis cette rencontre une interlocution régulière, dans laquelle le regard qu'il porte sur l'expérience du temps, la subjectivité du temps, la manière dont la perception du temps nourrit les croyances et les actions humaines, est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a permis de relativiser les réflexions sur l'économie, les institutions, la politique, l'histoire. Voilà comment les choses sont venues. Quant au projet que j'avais de raconter un peu ce que j'ai fait dans cette maison et d'y convoquer François comme un traquenard, je pense qu'en réalité j'ai davantage voulu rendre public ou montrer un peu ce que pouvait être cette interlocution et le croisement des démarches qui sont les nôtres. Voilà, pour introduire. On peut dire aussi qu'un des grands débats entre nous, d'une certaine façon, c'est que la théorie des ordres sociaux, qui rebat complètement la place de l'économie, l'articulation entre l'économie, l'histoire, la politique, par rapport à ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire jusqu'au XXe siècle, et encore aujourd'hui pour pas mal d'économistes, l'économie explique tout, ou en tout cas concourt très largement par les logiques d'intérêt à expliquer la manière dont les gens se comportent, dont ils raisonnent, ce à quoi ils croient, et comment ils agissent. Le côté radical de la théorie des ordres sociaux est qu'elle remet véritablement la question de la violence, de la maîtrise de la violence, au cœur de l'analyse des sociétés et des sociétés de sociétés ou des groupes de sociétés, donc des sciences humaines en réalité. Et cette question-là ouvre à une périodisation différente de l'histoire de l'humanité, c'est même l'ambition des auteurs de la théorie, et éventuellement aussi à un regard un peu hétérogène, ou hétérodoxe, sur la question du temps, du passé, du présent, du futur. Voilà, et donc pour la faire courte, la théorie des ordres sociaux qui considère qu'à partir du XIXe siècle, l'apparition d'un nouvel ordre social, le premier
le premier ordre social nouveau d'une certaine manière depuis la révolution néolithique, depuis qu'il y a des sociétés qui vont appeler les ordres d'accès ouvert, instaure une vision, ou restaure plutôt une vision futuriste, c'est-à-dire cette idée que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui, ce qui est une de mes croyances, s'il faut croire en quelque chose, alors que François là-dessus, mais je vais le laisser parler, est beaucoup plus réservé. Alors François, le progrès, et on peut échapper au progrès. Non, mais voilà, renvoyé vers un passéisme, un pessimisme absolument indécrottable. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Dans ce qu'a dit Olivier, peut-être deux choses qui montrent comment on peut rapprocher nos questionnaires. Comme il l'a dit, l'économie à laquelle il croit, entre guillemets, c'est cette économie qui est parmi les sciences humaines et sociales. Et l'histoire que moi j'ai essayé de pratiquer, alors c'est une histoire qui est aussi parmi les sciences humaines et sociales, et qui relève plutôt d'une histoire intellectuelle, si on veut la qualifier d'un mot. Et donc ça, c'est sur cette démarche, au fond, on peut tout à fait se rencontrer, il n'y a pas de problème. Le second point, c'est l'articulation. Y a-t-il une articulation entre ce qu'il vient d'évoquer rapidement, cette théorie des ordres sociaux, et les réflexions que j'ai essayé d'élaborer sur les transformations du rapport au temps. Alors là, c'est peut-être... Il y a très probablement des points de rencontre, mais ils ne sont pas donnés. Car, il vient de le dire d'un mot, il y aurait... Au fond, on a deux moments dans l'histoire de l'humanité. Le néolithique, passage des sociétés nomades, sédentarisation, etc., agriculture, enfin, ce qu'on appelait la révolution néolithique. D'aujourd'hui, certains disent qu'il n'y a pas eu de révolution néolithique. Gardons ça de côté ici. Et le XVIIIe siècle. Bon. Entre les deux, il n'y a pas de transformation profonde. Naît un nouvel ordre social, et encore, c'est l'émergence du début de quelque chose qui s'appelle l'ordre ouvert, les sociétés qui relèvent de l'ordre ouvert, par rapport à des sociétés qui relèvent ce que les auteurs North et ses co-auteurs appellent des ordres naturels. D'accord. On a un peu de difficulté quand même à considérer que du néolithique au XVIIIe siècle, pour ne prendre que les sociétés européennes, il ne s'est rien passé de vraiment important, qui transforme les choses. Alors c'est là que, si on réfléchit sur le temps, sur les rapports au temps, on peut peut-être introduire un peu plus de complexité dans le schéma. Après, il me dira s'il accepte qu'on introduise un peu plus de complexité ou pas, ou si ça met en cause le schéma lui-même, la théorie elle-même. Car, pour ma part, j'ai essayé en utilisant une notion que j'ai appelée régime d'historicité, c'est-à-dire les formes selon lesquelles les trois catégories du passé, du présent et du futur avaient été articulées au fil des siècles et dans des sociétés différentes, sachant qu'en gros, il faut toujours travailler avec ces trois catégories. Et que la façon de les articuler, elle a considérablement varié au fil des temps. Et il y en a une première
qui est ce que j'ai appelé l'ancien régime d'historicité, qui est quand le passé est la catégorie dominante. C'est au fond, les sociétés anciennes obéissent à cette règle. Le passé est la catégorie dominante. Ça ne signifie pas que les gens sont condamnés à répéter éternellement. C'est pas l'éternel retour, ne sont pas condamnés à répéter, mais ça veut dire que pratiquement, puisque la question toujours posée est celle de l'action, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut faire quelque chose, on commence par regarder du côté du passé. Et on y cherche des exemples, des précédents, pour inspirer l'action que l'on va mener. Ça permet de se repérer, ça permet de s'orienter, ça permet de donner sens, de donner du sens. Et ce grand rapport au temps, il s'est délité justement au cours du XVIIIe siècle en Europe, et il a été contesté, critiqué. Alors je simplifie, je schématise énormément parce que il faudrait faire place à l'ordre chrétien du temps, que je laisse de côté pour l'instant, ce qui est évidemment en même temps un peu ridicule, mais pour la clarté de ce que j'essaye de dire, je le fais. Avec le temps, ce qu'on a appelé le temps moderne, c'est-à-dire ce temps qui marche, porté par le progrès, le temps qui devient un acteur lui-même, les choses n'adviennent plus dans le temps, mais à travers le temps. Ce qui change tout. Le temps est acteur. Et se met en place ce que j'ai appelé, alors là c'est par référence à la Révolution française, le régime moderne d'historicité. Et en gros, on peut dire que ces choses se transforment autour de, précisément, cette fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, avec, si on veut, une date symbolique qui serait 1789. Et là est lancé ce temps moderne. Progrès et un régime d'historicité que j'appelle futuriste, en ce sens que c'est le futur qui est devenu la catégorie dominante. Et que pour agir, on regarde, d'abord, on se tourne vers le futur. Et c'est le futur qui guide votre action et qui donne sens au passé. En gros, ce grand régime a fonctionné jusqu'aux années 1960 en Europe, 1960, 1970. Et à partir de ce moment-là, on commence à mettre en cause le progrès, bien sûr, mais aussi justement cette idée que le futur sera meilleur que le passé, ou que les enfants auront une vie meilleure que leurs parents, etc. etc. Si vous reprenez autour de 1970-80, les doutes commencent à surgir dans nos sociétés, et s'instaure ce que j'ai appelé le présentisme, c'est-à-dire un moment où la seule catégorie disponible semble être le présent. Alors, je m'arrête là, mais avec ces régimes d'historicité qui ne se succèdent pas comme ça du jour 1789, c'est pas comme les modes de production du temps du marxisme, mais avec ces régimes d'historicité, peut-être peut-on ajouter un peu de chair à la théorie des ordres sociaux. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les régimes d'historicité existent en eux-mêmes. De toute façon, ils n'ont pas besoin de la théorie des ordres sociaux pour s'appuyer. En revanche, si on veut explorer les cadres économiques ou les situations économiques ou les phénomènes économiques de tel ou tel pays ou de telle ou telle époque, etc., on est obligé de se référer à ce qu'on appelle un cadre institutionnel, c'est-à-dire un ensemble de règles qui s'appliquent à tous à l'intérieur des sociétés. Ce que disent
les ordres sociaux, c'est qu'en gros, jusqu'au XVIIIe siècle, même si les sociétés, bien entendu, traversent des épisodes et des mouvements intellectuels extrêmement nombreux, le cadre institutionnel reste à peu près le même, c'est-à-dire que la manière dont la violence est contenue au sein de la société est déléguée à une élite qui passe des accords avec d'autres et forme une coalition dont les règles de fonctionnement sont à peu près toujours les mêmes. Les coalitions sont plus ou moins stables, et pour être stable, il faut que des règles puissent s'énoncer explicitement et s'appliquer dans le renouvellement des organisations qui forment l'État, qui contient la violence. Mais en gros, on est à peu près dans le même paradigme. Et puis, à partir du moment où l'économie apparaît, et elle n'apparaît qu'au XVIIe siècle en réalité, c'est-à-dire que tous les économistes qui ont voulu faire commencer l'économie à l'Antiquité, je pense en particulier à Schumpeter qui a fait une analyse, enfin qui a tenté une histoire de l'analyse économique qui fait commencer l'économie à Aristote. À partir du moment où l'économie apparaît, l'ordre social va bouger parce que la coordination des individus par les mécanismes de marché est relativement hétérogène à la façon dont fonctionnait dans l'ordre social d'accès limité ou dans les états naturels les mécanismes d'octroi de privilèges contre des allégeances à la coalition et donc à partir du moment, ce qui me frappe, c'est que quand les premiers mouvements ou les premières transitions de l'état naturel vers l'ordre d'accès ouvert apparaissent, le régime d'historicité change. Il y a un progrès. C'est une coïncidence, on l'établit par des raisonnements et des approches scientifiques complètement différentes, et pourtant il y a un point de concours, ça se rencontre. Ensuite, la période du XXe siècle, où apparaissent déjà des ordres d'accès ouvert en Europe de l'Ouest et en Amérique, c'est l'objet de l'analyse des damnés de la paix, va ouvrir une confrontation qui peut être extrêmement violente, qui a donné lieu aux conflits mondiaux, entre des états naturels relevant de l'ordre ancien et des ordres sociaux qui se sont convertis à l'ouverture, c'est-à-dire en gros à l'économie de marché, la démocratie représentative sous couvert de l'état de droit. Et donc surgit à ce moment-là un antagonisme entre ces deux types d'États dont je pense que le traité de Versailles qui va entraîner l'échec de la transition de l'Allemagne vers l'ordre d'accès ouvert, va plonger le XXe siècle dans un maelstrom de violence absolument considérable. Et toujours est-il que cette confrontation entre état naturel et ordre d'accès ouvert, que je préfère beaucoup à la confrontation de l'Occident et du Sud global, qui sont les catégories qu'on utilise aujourd'hui pour décrire l'ordre mondial, cette confrontation fait partie de l'organisation contemporaine du monde, d'une certaine façon, et on est là-dedans. Et évidemment, le point d'arrivée n'est pas connu.
Mais le fait que, par exemple, la Chine, qui était un des plus vieux États naturels... Tu précises, toujours, North précise toujours que ça n'est pas déterministe. Rien n'est déterministe là-dedans. Donc tout peut s'inverser, tout peut se casser la figure. Et ça a bien failli arriver au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu que les Américains, d'une certaine façon, fassent la théorie du siècle américain pour qu'ils s'engagent dans la guerre et que quelque part les ordres d'accès ouvert aient le dessus dans la période suivante. Mais il y a toute une série de facteurs qui rendent la stabilité des ordres d'accès ouvert un peu délicate, en particulier le réchauffement climatique, le fait que la croissance économique menace l'équilibre climatologique entre autres de la planète, et les évolutions techniques qui rendent les états naturels potentiellement agressifs parce qu'ils ont toujours intérêt à étendre leur zone d'influence, potentiellement plus agressifs. Aujourd'hui, beaucoup d'états naturels ont la bombe atomique dont ils peuvent se servir comme un moyen de dissuasion, d'intervention dans des visées expansionnistes qu'ils auraient vis-à-vis de voisins. C'est une situation qui n'existait pas de cette manière au XXe siècle. Donc, évidemment, le futur est moins lisible. Le futur n'est pas lisible à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de déterminisme dans le passage de l'un à l'autre. Néanmoins, voilà. Néanmoins, c'est un point qu'il faut prendre en compte. L'humanité a quand même réussi à s'inventer, même si pour l'instant c'est pour des pays qui représentent pas plus de 20% de la population de la planète, un ordre social qui n'existait pas il y a 200 ans. Et qui, comme il a tendance à s'étendre, et que même potentiellement, au bout d'un certain temps, North et ses co-auteurs étudient en détail les mécanismes de la transition. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais la Chine s'est engagée dans une voie où progressivement des règles de droit qui n'existaient pas avant apparaissent, des formes de propriété qui n'existaient pas apparaissent, des mécanismes de marché qui n'existaient pas avant apparaissent, et son équilibre politique est quand même intimement lié à la poursuite de ces mécanismes. Si la Chine bascule dans un ordre d'accès ouvert, quelle qu'en soit la trajectoire, et à un horizon de quelques dizaines d'années, les ordres d'accès ouvert pèseront davantage qui ne pesaient au XXe siècle dans l'organisation générale de la planète. Donc il y a, de mon point de vue, c'est un peu ça le sens du passage que vous lisiez en introduction. Restauration possible d'un futurisme si on imagine que la confrontation entre état naturel et ordre d'accès ouvert va, au bout d'un certain temps, et sans que la planète n'ait été complètement détruite, et on ne manque pas de moyens de l'abîmer, vers une domination des ordres d'accès ouvert. Je pense qu'on en est là, et la question que je poserai volontiers là-dessus, puisque tu considères que ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène, c'est-à-dire une période dans laquelle les hommes sont conscients du rôle qu'ils jouent sur la viabilité, la pérennité de l'environnement naturel, n'est pas d'une certaine manière relié à la question de savoir si les états naturels vont arriver à se stabiliser ou pas. Oui, la réponse est oui. Bon, mais pour en dire un tout petit peu plus, moi je n'ai pas
je ne me suis pas inscrit, puisque de toute façon je ne la connaissais pas, la théorie des ordres sociaux, au moment où j'essayais d'élaborer ces réflexions sur le temps. Donc je ne me suis pas inscrit dans ce cadre-là. J'ai essayé de te poser une question sur le fait de savoir si on pouvait la complexifier un peu. Bon. Et là maintenant, si on regarde alors la situation tout à fait contemporaine de l'Anthropocène, il me semble que cette prise de conscience, puisque maintenant on a pris conscience, en effet, chaque fois on dit on prend conscience, on va enfin prendre conscience, nous avons finalement pris conscience, bon, ça fait 20 ans, donc nous avons pris conscience que, en effet, l'espèce humaine était devenue, puisque c'est ça la définition de l'Anthropocène, était devenue une force géologique en tant que telle. Et qu'il va revenir aux géologues de dire s'ils acceptent cette qualification. Bon, c'est en cours. Mais les géologues, justement, ne travaillent pas dans la temporalité des sciences sociales et ne travaillent pas non plus, encore moins, dans la temporalité des médias. Donc, voilà, ça progresse. Bon. Mais, quoi qu'il conclue, tout le monde ne peut qu'admettre qu'en effet, l'action humaine se traduit par des strates tout à fait visibles géologiquement. Qu'est-ce que ça change du point de vue du temps ? C'est la seule question que moi je puisse me poser. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas géologue, et je ne fais pas de géopolitique non plus. Qu'est-ce que ça change ? Je pense que ça change beaucoup. Si l'on admet qu'on était dans ce moment présentiste, il faudrait nos sociétés d'abord d'Europe, sociétés occidentales, enfin toutes ces appellations qui conviennent pas forcément bien, dans un moment dans ce présentisme, c'est-à-dire le seul horizon est le présent, il n'y a pas d'autre temps que le présent, et à chaque instant, on a le passé et le futur dont on a besoin, et maintenant c'est d'un instant à l'autre en fonction des réseaux sociaux. Bon. Tout d'un coup, puisque justement, dans ce présentisme, comment agir, puisque la question étant toujours celle-là. On ne peut plus se tourner vers le passé pour y chercher des exemples, et on ne peut plus se tourner vers le futur non plus pour y chercher, essayer de lire ce qu'il faut faire dans le présent à partir du futur, puisqu'on n'a plus, c'est la grande expression, on n'a plus de visibilité. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? On s'en est remis aux ordinateurs. Bon. Et il y a des ordinateurs de plus en plus puissants, qui sont de plus en plus rapides, et puis aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle, les algorithmes, et avec ça on pense qu'on peut régler à peu près en tout cas beaucoup de questions qui, dans cette perspective, permettent de rester dans ce présentisme. Puisque tout se joue comme ça, dans l'instantanéité. Or, l'Anthropocène, c'est tout d'un coup beaucoup de temps. Beaucoup de temps qui nous arrive sur la figure. Ce sont les temporalités de la Terre. Donc on est dans la nanoseconde, et là on a des millions d'années, versus des millions d'années, ou des milliards d'années même, pourquoi pas. Ce sont donc des échelles parfaitement incommensurables. Et pourtant, nous devons prendre en compte les deux. C'est-à-dire que le temps du monde ne disparaît pas. Ce temps de conflit, celui justement que tu évoquais, enfin qui se marque par ces frictions, ces conflits entre ordre ouvert et ordre naturel. Bon. Donc ça perdure.
et même ça s'intensifie, et ça s'intensifie peut-être parce qu'il y a ce temps nouveau de l'Anthropocène qui lui-même produit des inquiétudes, de l'anxiété, la nécessité de prendre des décisions, la nécessité de trouver des financements. Enfin, donc l'Anthropocène vient se loger dans le temps du monde, tout en étant hétérogène à ce temps du monde. Donc le présentisme, que vous voyez un peu sous la forme d'une bulle présentiste, elle a été fracassée par ces temporalités de l'Anthropocène, et nous nous trouvons dans une situation d'autant plus difficile que justement nos sociétés n'étaient plus futuristes. Et là tout d'un coup, il y a plein de futurs qui arrivent, mais un futur catastrophique, menaçant, potentiellement très menaçant. Et alors, qu'est-ce que ça produit du point de vue du temps? Et c'est là que j'ai essayé d'utiliser une analogie, en étant bien conscient que c'est une analogie avec le temps chrétien. Bon. Le temps moderne, une des caractéristiques du temps moderne, justement, au XVIIIe, c'est de faire disparaître les bornes qui étaient celles du temps précédent, du temps ancien. Il y avait l'incarnation, il y avait la fin du monde, la fin des temps, l'Apocalypse. Bon. Et on avait 6000 ans dans l'intervalle. C'était la chronologie biblique qui régnait, même si on n'y croyait plus, même si, mais enfin, grosso modo, elle était toujours là. Et le temps moderne a fait sauter ces bornes. Buffon avec l'âge de la Terre, donc beaucoup plus ancienne qu'on ne le disait, et Condorcet, pour prendre une autre figure du XVIIIe, à venir, avec porté par des progrès indéfinis, donc l'ouverture. Et avec l'Anthropocène se trouve tout d'un coup réintroduite une borne, une limite, qui est celle de dire, comme on le dit, peut-être que nous avons enclenché la 6e extinction des espèces, dont l'espèce humaine. Et que, alors après, tout de suite, les gens se mettent à calculer ça, comme toujours, quand il y a des temps difficiles. Mais à une échéance pas si lointaine que ça. Mais quelle que soit l'échéance, dès lors que vous introduisez une borne, ça modifie la qualité du temps qui devient, entre le moment présent et cette possible extinction, ou probable extinction, l'intervalle entre dans la catégorie du temps qui reste. Et ce temps qui reste suscite des anxiétés, suscite des calculs de type apocalypticien, et nous avons nous voyons qu'il y a une espèce d'effervescence apocalypticienne depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, qui prend des formes diverses, et qu'on peut mettre en rapport avec cette réactualisation, de manière très ignorante d'ailleurs, mais réactualisation de ces anciens schémas d'un temps borné. Mais quand tu demandais tout à l'heure si on pouvait introduire un peu de complexité dans la binarité North a eu un prix Nobel, des ordres sociaux, évidemment qu'on peut, on doit. Et ce qui est très intéressant dans la configuration justement du passage du futurisme au présentisme, et puis à ce futurisme apocalyptique qui est
ce que certains appellent l'anthropocène. Je dois dire que c'est pas ma catégorie de chevet, si je puis dire. Mais j'ai bien compris. Oui. Je pense que c'est plus une espèce de futurisme apocalyptique, de futurisme négatif que mais ce qui est certain, c'est que ça concourt manifestement à semer le doute sur la supériorité ou les progrès attribuables à l'ouverture des accès, qui sont la croissance économique, la consolidation de l'état de droit, donc l'égalité de l'accès au droit, et des formes de renouvellement de la politique, du personnel politique qui soient articulées au développement de l'économie. Ça casse effectivement la confiance dans ce dispositif, puisque ce dispositif il est pointé comme étant immédiatement responsable de l'apocalypse annoncée en marche. Et non seulement il a cet effet sur la perception ou sur les croyances dans le système institutionnel, mais il a aussi pour effet dès lors qu'on veut endiguer la dégradation de l'environnement, de manière très concrète décarboner ou réduire le changement climatique dû à l'effet de serre, il a pour effet d'engager des investissements, des réorganisations industrielles très, très importantes qui limitent d'une certaine façon ce qu'on appelle en théorie des jeux le jeu à somme positive, c'est-à-dire les bénéfices partageables résultant de l'économie de marché et des formes de division du travail qu'elle apporte. Donc on est dans un moment où en effet le rapport au temps compromet assez largement, ou enfin transforme de manière significative les bénéfices qu'on était susceptibles de percevoir de l'ouverture des accès et de l'apparition d'ordres sociaux ouverts. Et là, je pense que c'est une discussion qui est d'abord qui est très ouverte entre nous, parce que. Mais sur l'anthropocène, tu voulais. Non, pas forcément, mais futurisme apocalyptique. Mais tu as aussi, par rapport à cette situation, ceux qui considèrent, c'était par exemple le cas de Bruno Latour, ceux qui considèrent que, alors si je prends mon vocabulaire, que ce moment est un kairos, que c'est... Il faut que tu expliques ce que c'est qu'un kairos. C'est une occasion à saisir. Bon, kairos c'est du grec, tout simplement, mais kairos, vous savez que vous savez que les Grecs avaient, pour penser le temps, un couple qui était Chronos Kairos. Et c'est ce qui était assez malin, quand même, puisque vous aviez d'un côté Chronos, qui est le temps ordinaire, le temps des saisons, le temps qui revient, le temps qui passe, bien. Et puis Kairos, qui est l'instant, le moment décisif, la bonne occasion, et agir. Par exemple, si vous êtes un stratège, c'est de savoir saisir l'occasion. Et donc, de combiner Chronos et Kairos. Les Kairos, donc on peut dire que l'Anthropocène, c'est aussi une occasion à saisir, précisément pour tout transformer, ou transformer beaucoup. Et puis il y a ceux qui vont encore plus loin, et c'était presque le cas de Bruno Latour, qui font de Kairos, je dirais Kairos avec majuscule.
c'est-à-dire presque un événement aussi central que l'incarnation, qui est, pour les chrétiens, le kairos. C'est pour ça que je dis avec un K majuscule. Et faire du kairos, faire de l'anthropocène un kairos avec K majuscule, ça voudrait dire qu'on change tout. Bon. Et que, justement, ce qui est exactement l'Apocalypse, puisqu'elle est fin de et début de toute autre chose. Donc vous avez aussi cette pensée de type apocalyptique qui s'avoue, se reconnaît. Enfin, chez la Tour, elle était parfaitement assumée, il savait très bien de quoi il parlait. Chez beaucoup d'autres, ça n'est pas le cas. Mais donc c'est pas forcément la fin de tout. Ça devrait être pour eux le début de toute autre chose. Voilà. Il faut peut-être... Eh ben, merci beaucoup. Donc là, je vais laisser un quart d'heure d'échange avec la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions? Ou alors est-ce que c'est le modérateur qui... C'est le jeu, ça. Oui, c'est bien. Une question pour François. Tout à l'heure, vous avez... D'abord, merci beaucoup pour la discussion. Vous avez évoqué l'idée que l'Anthropocène, ça générait de l'incertitude et ça plaçait dans une temporalité sur des millions d'années, ou des centaines d'années, je ne sais plus. Et ma compréhension de l'Anthropocène, c'était justement qu'on avait une assez bonne modélisation sur les 50 à 100 prochaines années, et que c'était plutôt ça. Sur les combien? 50 à 100 prochaines années, et que c'était ça qui était le cœur du problème, parce que d'ici 50 ou 100 ans, si la trajectoire ne change pas, les modèles prédisent assez bien, et on a les modèles, ils existent depuis les années 70, et ça fait 50 ans qu'ils donnent des prédictions assez bonnes. Du coup, j'avais l'impression que justement, ça apportait de la certitude sur 50 à 100 ans, et c'était ça qui était effrayant et auquel il fallait réagir. Du coup, j'ai pas... Oui, non, mais je vois parce que... donc, c'était pas une appréciation sur les modèles que l'on fabrique, les simulations que l'on teste, tout ce que fait le GIEC. Bon. C'est ce que j'essayais d'évoquer, c'est de suggérer, c'est ce heurt entre des temporalités présentistes. On est là dans l'instant, on ne peut pas voir au-delà du bout de son nez. Et puis, on se trouve soudain face à des temporalités extrêmement longues. Bon, c'est-à-dire qui relève d'un temps qui est celui du système de la Terre, de temporalité qui relève du système de la Terre, et qui, il faut quand même le préciser aussi, qui sont du temps ordinaire, c'est du chronos, c'est du temps chronos. C'est pas un temps d'une autre nature. Bon. Et c'est ça que j'ai simplement voulu dire. Et c'est ce brusque surgissement qui est très perturbant. Voilà. Mais ça ne... après, tous ceux qui essayent de travailler, de fabriquer des modèles, de rassembler le plus de données, de faire tourner leur machine, c'est de la certitude, c'est apporter des... je veux dire, c'est limiter l'incertitude. Et effectivement, avec quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans la discussion, on sent bien que effectivement, il y a quand même un temps à l'œuvre, et qui nous agit et qui agit. À un moment quand même, j'ai cru comprendre qu'il y avait un point de convergence sur le fait que, en définitive, nos institutions, modèles du temps, modèles des compréhensions du temps,
Et il me semble qu'en fait, le moment, vous êtes assez d'accord sur le chemin, sauf sur le moment présent. Ou sur le moment présent, j'ai l'impression que quand même, Olivier agit par une forme d'optimisme, parce que, voilà, pensant ne saurait mentir, etc. Du côté de François, effectivement, le présentisme, tel que vous le décrivez, François, et en particulier cette idée alors que là, par contre, pour le coup, que j'ai trouvé le raccourci assez saisissant entre le recours à l'intelligence artificielle, l'externalisation de l'intelligence pour la préservation, effectivement, d'un temps qui, en définitive, est relativement vide, pour conjurer également une angoisse, et là-dessus, on tombe sur un phénomène, j'ai envie de dire psychique, relativement classique, était, je ne sais pas s'il est vrai, mais en tout cas, il mérite d'être discuté. Par rapport à Olivier, quand même, Olivier, dans vos livres récents, il y a quand même pour vous un moment où le présentiel, en tout cas à minima, est tombé sur un pays et une société. Ou le présentiel ? Le présentiel. Oui, le présentiel. Le présentiel, on est dans... Pardon, on est en présentiel. C'est l'enseignement supérieur qui... Mais ce temps présent et tiré est revenu brutalement d'un seul, c'est l'Union soviétique. Je pense que, mais comme disait François, dans les années 60-70, déjà, la guerre du Vietnam, qui est un débordement de la régulation du siècle américain, c'est-à-dire de l'ordre mondial qui a été pensé juste avant l'engagement des États-Unis dans la guerre pour devoir s'appliquer après et maintenir la contention de la violence par les ordres d'accès ouvert guidés par les États-Unis, que ce moment-là est déjà un moment de doute sur l'efficacité de la domination américaine, qui va ensuite s'amplifier avec la chute du communisme et du mur de Berlin, sachant que le communisme était envisagé comme l'alternative positive au capitalisme, puisque c'était les catégories de l'époque. Ça l'est encore pour certains, mais ça ne l'est absolument plus pour moi, la fin du futurisme, d'une certaine façon. Donc et à partir du moment où le futurisme tombe, ce qui coïncide avec la mondialisation, avec la numérisation et donc l'accélération des systèmes de communication, d'échange et de la circulation des interactions à l'échelle de la planète, là effectivement il y a un rapport au temps qui se transforme, et c'est vraiment autour de ce phénomène-là que la théorie des régimes d'historicité ou des ordres du temps m'a beaucoup intéressé, beaucoup convaincu et beaucoup apporté. Maintenant, la question de savoir quels vont être les problèmes à traiter par les ordres ouverts pour arriver à se maintenir et éventuellement à poursuivre la tendance d'expansion de cet ordre social à de nouveaux pays et plus largement, ça c'est une question que le réchauffement climatique très clairement bouleverse, parce que comme je disais tout à l'heure, d'un côté ça met en cause la confiance. Florent disait, on n'en a plus que pour 50 ans, la planète après on est bouillie.
Donc, et tout ça, c'est votre système qui nous l'apporte. Il faut absolument l'arrêter, le débrancher. Donc, on voit bien que ça sème un peu du doute, de la confusion, ou en tout cas de la défiance, pour être minimaliste. Donc ça, c'est une transformation. Pour autant, est-ce que c'est cuit ? Je pense pas. Je pense que l'idée du kairos, c'est-à-dire du signal qui permet d'identifier le moment et de ce qu'il y a à faire, est une bonne métaphore, et que pour se protéger de la violence climatique, les institutions, et en particulier dans les ordres d'accès ouvert où elles sont plus développées, plus sophistiquées, plus stables, pour reprendre l'expression de North, avec une meilleure efficacité adaptative, capacité d'adaptation et d'ajustement aux circonstances. La crise du Covid le montre assez bien. On a réussi quand même à trouver un vaccin de façon assez rapide et à endiguer l'épidémie, ou à faire en sorte qu'elle ne tue pas aussi massivement qu'avaient tué les grandes maladies dans le passé. Laisse à penser qu'on devrait trouver une façon de s'en sortir. Alors ce qui est très amusant, c'est que dans cette période qui ressemble beaucoup à la saga d'Asimov Fondation, où on annonce l'effondrement de l'Empire à horizon d'une centaine d'années, et où tout d'un coup un groupe de savants se donne pour objectif de faire que le désordre qui en résultera ne dure pas 50 000 ans, mais seulement 1000 ans, pas plus, se concentre sur une planète du système galactique de l'époque, et travaille à la stabilisation du désordre. Ce type de dystopie ou de représentation du futur, qui est typique des années 60, c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que le futurisme s'arrête à ce moment-là. La fondation, ça date du début des années 60. Ça fabrique à la fin des types comme Elon Musk, qui disent, puisque la Terre de toute façon est condamnée à relativement court terme, on pensait que c'était 2,4 milliards d'années parce que c'est la date d'extinction du Soleil, mais en réalité il va se passer, comme on est des brutes, il va se passer des tas de trucs avant qu'on aura provoqué, et donc construisons les moyens de retarder l'échéance et d'échapper surtout à la Terre, lieu de malheur, en conquérant Mars pour commencer. Donc Musk est pour moi la vérification des régimes d'historicité. Je pense que ça marche. Oui, je veux dire ça comme ça. C'est un personnage. Autant Steve Jobs est un produit du futurisme, autant Musk est un produit de l'anthropocène. Oui, puisque c'est justement en faisant ces lectures qu'il reçoit sa mission. Oui. Mais sur la route, il y avait Twitter, ça c'était pas prévu. Et les ennuis ne font que commencer. Alors, juste une dernière question. Pardon. Oui, j'avais une remarque par rapport à l'évocation de la question du kairos et le rapprochement avec le temps chrétien. Est-ce que finalement, ce qui ne fait pas la différence fondamentale entre le temps chrétien et le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est justement l'absence de croyance généralisée en cette question d'incarnation, en ce sens que à partir du moment où il y a un consensus
parmi une population donnée sur une lecture du temps, les solutions, elles sont plus facilement trouvables parce que la force de conviction, elle passe par un régime de croyance qui est radicalement différent de celui des sociétés ouvertes. Et finalement, est-ce que c'est pas finalement le verre est totalement dans le fruit, dans le sens où c'est bien l'ouverture des sociétés qui rend impossible tout consensus sur une solution qui serait véritablement une nouvelle incarnation, Oui. Qui permettrait finalement de faire converger les actions vers une solution aux problèmes auxquels on est confronté. Est-ce que, je termine juste là-dessus, je trouve que l'exemple de la crise du Covid, et si on est vraiment très pessimiste et très décliniste, est encore en appui à cette vision, qui est que finalement, certains ont dit si on avait une nouvelle peste, ils ont constaté que la production de gaz à effet de serre pendant la période de crise de Covid a été en grande baisse et que la diversité animale s'est répandue à nouveau. Et finalement, les humains, dans leur grande vision techniciste, ont trouvé la solution et on est reparti comme en 14. Comme en 14, oui. Oui. Oui, vous avez raison sur ce problème des croyances, de la croyance. Mais justement, ce qui avait succédé à cette croyance partagée, imposée, institutionnalisée, éventuellement avec des moyens de contention quand même très considérables, a été remplacé avec le régime moderne, justement, par le futur. Et le fait qu'on pouvait se retrouver sur cette perspective d'un futur de progrès, que ce soit la réalisation de l'humanité, l'émancipation, le progrès technique, enfin, tout ce qui tourne, tout ce qui au cours du 19e siècle et encore une partie du début du 20e siècle allait dans ce sens, s'est effondré. Donc le futurisme a été une croyance de substitution. Et le présentisme, lui, semble avoir quand même donné des possibilités à une croyance quand même d'ordre assez faible, qui est plutôt celle d'une discordance généralisée. Parce que François, justement, le présentisme, j'ai l'impression qu'il a quand même derrière nous une propension à créer l'atomisation qui est très très forte. Et de ce point de vue-là, on retrouve bien notre époque. Il me semble que c'est cette notion c'est ça, d'éclatement, de dispersion, et à partir de là, effectivement, d'incapacité de créer de la croyance du fait de l'absence d'un collectif. On fait un peu partie. À chacun sa croyance, mais je veux que ma croyance soit reconnue. Et en termes de politique publique, et là je rejoins ce que disait Yegor, la remarque question est pour vous deux. C'est vrai que quand on parle du Covid, en maladie, sont créées dans le cas de globalisation, etc. Très bien. On s'en tire, on réussit à trouver une solution. Et puis bon, enfin, ça partit comme en 14, en tout cas comme rien ne change, etc. Et c'est vrai que concernant par exemple les politiques d'adaptation, et alors là, c'est pour c'est pour inviter au débat, il ne faut pas hésiter. On ne peut pas s'empêcher de se poser la question de savoir si jamais en fait on ne réussit pas à sortir de ce qui est en fait une tentative de maintenir un statu quo. C'est-à-dire qu'en définitive, la société cherche à se sauver elle-même, que pour le coup, il n'y aurait pas forcément dans ce cas-là un kairos qui serait tombé du ciel pour venir nous sauver, mais que voilà, il y a effectivement plutôt une sorte de foi scientiste, oui, qui peut continuer à exister. Mais je caricature sans doute un peu tout. Moi, je pense que
il y a une résilience des ordres d'accès ouvert à contenir l'agressivité des états naturels. Et que je pense que c'est une tendance historique lourde, dans laquelle c'est pas déterministe, c'est-à-dire que une catastrophe nucléaire ou une épidémie dévastatrice, etc., peut rebattre les cartes et changer la donne. Mais je suis assez frappé de la manière dont les ordres d'accès ouvert ont réussi à s'allier pendant la Deuxième Guerre mondiale pour combattre les puissances de l'Axe. Et qui plus est, ont réussi après la Deuxième Guerre mondiale à les faire basculer dans le camp de l'accès ouvert et à étendre ce dispositif. C'est quand même pas gagné d'avance et pas donné qu'ils arrivent à s'entendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces catégories d'ordre d'accès limité, d'ordre d'accès ouvert, cette représentation de l'histoire depuis le néolithique, depuis qu'il y a des sociétés sédentaires, qui dit finalement il n'y a que deux ordres sociaux, et on est dans la deuxième révolution sociale qui, après l'instauration des états naturels, est en train de voir le déploiement des ordres d'accès ouvert. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y aura de la violence qui sera d'autant plus forte que les moyens techniques sont devenus beaucoup plus destructeurs qu'ils n'étaient dans le passé. Mais l'humanité s'étant donnée, depuis qu'elle s'est arrêtée dans des sociétés localement positionnées à contenir la violence et à survivre jusqu'à maintenant, pourquoi n'y parviendrait-elle pas dans la suite ? On est déjà arrivé là. Donc, si ces catégories qui, de mon point de vue, permettent malgré tout une relecture de l'histoire ou une interprétation de l'histoire, puisque c'est leur ambition, à la fois nouvelle et relativement convaincante pour un certain nombre de choses, tendent à sortir du microcosme d'économistes ou de chercheurs qui les utilisent pour se propager un peu plus largement et remplacer les catégories d'Occident, de Sud global, de capitalisme bourgeois et autres. Un futurisme est restaurable d'une certaine façon, qui ne soit pas un futurisme déterministe, qui soit un futuriste qui engage l'homme lui-même d'une certaine façon, ou la capacité des sociétés à maîtriser leur environnement. Oui, alors si on va dans ton sens, on pourrait dire que ce qui se passe actuellement, cette espèce d'exacerbation des ordres naturels qui sont quand même assez frénétiques en ce moment, marquerait les derniers soubresauts, d'une certaine manière, de ces ordres naturels qui se sentent menacés. Mais on peut aussi dire que, au contraire, ils sont en train de marquer des points. Sur ce point, ma seule conviction, c'est que beaucoup dépend de la Chine. Ben oui, mais justement. Mais beaucoup dépend de la Chine et la transition en France, en Angleterre, aux États-Unis a couru sur un siècle ou presque. La transition chinoise a commencé en 1980. Elle peut durer jusqu'à 2080, peut-être même un peu plus, parce que c'était quand même un état naturel extrêmement ancien et très profondément structuré par ces mécanismes-là. Donc il y a une transformation sociétale considérable à accomplir pour que les accès s'ouvrent en Chine. Mais
malgré tout, si on passe de 20% à 55 ou 60% de la population du globe sous ordre d'accès ouvert, on n'est pas tout à fait dans la même configuration. Et voilà, je n'ai rien mais peut-être que peut-être que ça ne va pas se faire et qu'ils reviendront à l'état naturel. C'est ouvert. C'est ouvert. Oui, je trouve que la façon dont le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, etc., viennent questionner les deux approches, à la fois celle sur les régimes sociaux et puis sur les régimes de l'historicité. La question que je me pose quand même pour Olivier, c'est finalement ces questions climatiques, est-ce qu'elles ne viennent pas relativiser le point de l'extension des systèmes ouverts, au détriment des systèmes d'accessibilité? Si on revient au cas de la Chine, est-ce que finalement ce n'est pas plus important pour l'avenir de l'humanité que la Chine fasse son boulot en matière de réchauffement climatique, qu'elle le fasse avec un système, en basculant vers un système plus ouvert ou avec son système actuel? C'est une question, à la limite, qui pourrait se mettre entre parenthèses le temps de converger vers une meilleure maîtrise du développement et de son impact climatique. Et puis pour François, c'est un peu la même interrogation, c'est-à-dire que par rapport au présentéisme, est-ce que justement cette question climatique, entre autres, il n'y a pas que celle-là, n'amène pas à une perception du temps qui soit plus celle purement présentéiste, mais obligatoirement intergénérationnelle? C'est-à-dire que là où on avait le sentiment, et c'était le confort du présentéisme, que de toute façon, avec le progrès, la génération de demain, mes enfants, mes petits-enfants, vivront une vie meilleure que la mienne, cette idée-là, elle s'est arrêtée. Et donc, elle oblige forcément tout un chacun, sans basculer, je dirais, sur un temps géologique, à avoir une perception du temps qui va forcément être de plus en plus intergénérationnelle. Voilà. Oui, ben d'un mot. Non, je t'en prie. D'un mot. Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez d'indiquer. Justement, le présentisme s'est trouvé face à quelque chose qu'il n'attendait pas, si je peux comme ça le personnaliser, et à quelque chose qu'il n'attendait pas, c'est-à-dire du temps. Bon, on pensait qu'on en avait fini avec le temps. Et l'idée que ça passe par les générations est sûrement une des expressions de cette transformation. Et puisqu'on voit bien que ce sont les plus jeunes qui sont les plus anxieux de cette crise, à propos de cette crise climatique, et qui sont les plus, alors si on prend comme figure emblématique Greta Thunberg, elle est celle qui vient dire « Vous nous avez volé », s'adressant aux personnes plus âgées et aux dirigeants, « Vous nous avez volé notre avenir, vous nous privez d'avenir. Nous avons un droit à l'avenir dont vous nous privez. » Et c'est bien, alors ça se traduit, ça s'exprime en termes de droit, puisque aujourd'hui tout passe par des droits, de la reconnaissance de droits, donc on a un droit à l'avenir, donc le droit à l'avenir, vous nous en privez. Et, mais là où ces jeunes activistes demeurent présentistes, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de considérer quelque chose comme de la durée, puisque la question devrait pouvoir se régler tout de suite, dans l'instant. Et que, si ça n'est pas, comme ça n'est pas le cas,
c'est immédiatement traduit par inaction. Et là, alors on parlait d'institutions, on a le heurt de ces, je prends Greta Thunberg comme figure symbolique, enfin comme figure de proue, mais de l'autre côté, vous avez une institution comme l'ONU. Et l'ONU, ça travaille dans la diplomatie, et l'ONU, c'est du temps diplomatique, précisément. Donc les compromis se construisent, les diplomates font ça. Enfin, la temporalité de la diplomatie n'est pas celle de l'immédiateté qu'attendent les activistes. Donc on a aussi des heurts, si je puis dire, des conflits de temporalité. Et pour savoir si la Chine émettra plus de carbone si elle ouvre ses accès que si elle les maintient semi-ouverts comme ils sont maintenant, je pense que ça c'est une affaire qui est très difficile à trancher. Ce qui est très frappant, c'est que l'ouverture des accès, c'est-à-dire l'industrialisation, en Chine a permis l'essor de la voiture électrique dans le pays et la substitution de la voiture électrique au moteur thermique de manière beaucoup plus rapide que ça n'advient dans les anciens pays d'accès ouvert. Donc ce que l'ouverture des accès peut produire en Chine en matière de réduction de l'empreinte carbone, etc., de mon point de vue, n'est pas complètement tranché d'avance. Ce qui est certain, c'est que la Chine aura du mal à se maintenir si elle ne maintient pas des jeux à somme positive, c'est-à-dire des formes de croissance économique qui permettent de régler les contradictions internes. Et sinon, ça va chauffer chez eux. Et si ça chauffe, ça chauffera sans doute avec pas mal d'émissions de gaz carbonique. Je ne sais pas s'il reste. Justement sur ces jeux à somme positive, parce que plutôt que de parler en termes de croyance ou d'optimisme, par exemple dans le cas de la Chine, je suppose qu'il faudrait plutôt regarder dans quelles conditions les États sont historiquement passés d'un état naturel à un ordre d'accès ouvert. Et une impression que j'ai, mais c'est probablement l'intégralité de mes biais personnels, c'est que ça s'est aussi joué sur l'exploitation assez massive de ressources à l'intérieur et à l'extérieur des États concernés. Tu parlais de la France tout à l'heure. La France, l'Angleterre, toute l'Europe occidentale, il y a quand même eu l'exploitation de toutes les colonies qui leur a permis, donc c'était un ordre d'accès ouvert chez eux, et qu'ils arrivaient à contenir la violence à l'intérieur en exerçant de la violence à l'extérieur. Les États-Unis, je pense qu'on pourrait assez facilement dire la même chose. Est-ce que c'est une vision très pessimiste que de dire que l'ouverture des accès à l'intérieur n'est possible que par l'exploitation de quelqu'un d'autre à l'extérieur, ou est-ce que ça reflète ça? Est-ce que ça expliquerait, est-ce que ça pourquoi la Chine est aussi... Ce qui est certain, d'après les théoriciens des ordres sociaux, dont je me fais l'héritier d'une certaine façon, encore que Barry Weingast va très bien, merci. Mais en tout cas, North, pour qui j'ai beaucoup de sympathie et d'affection, est mort il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Les théoriciens des ordres sociaux placent la question des jeux à somme positive au centre véritablement de la transition de l'ordre de l'état naturel à l'accès limité. En gros, il faut pouvoir transformer des privilèges en droits pour tout le monde sans que les privilégiés y perdent. C'est ça le principe.
Et si on est capable de réaliser cette opération, alors il est de l'intérêt des privilégiés d'élargir leurs privilèges et du reste de la société d'accepter cette transformation institutionnelle. Alors que le colonialisme en Occident, en Europe de l'Ouest, pardon, et que le colonialisme en Europe de l'Ouest et la colonisation interne aux États-Unis ait servi de catalyseur à cette opération, il n'y a aucun doute. N'empêche que les États d'accès ouvert se sont maintenus après la décolonisation, quitte à ce que ça entraîne chez eux des transformations institutionnelles significatives. Mais la Ve République en France est le produit de la décolonisation, d'une certaine façon. Ou en tout cas de la limite du système dans lequel l'accès ouvert en métropole n'était pas compatible avec l'ordre limité dans les colonies. Et l'Europe n'aurait jamais existé si les nations qu'il a fondées au départ et qui l'ont rejointe ensuite n'étaient pas des ordres d'accès ouvert post-coloniaux, justement. Donc, ce recours à des mannes extérieures pour financer le jeu à somme positive, il a existé dans la transition de certains pays, pas de tous. La Corée a basculé dans l'ordre d'accès ouvert grâce à la mondialisation et pas à la colonisation. Je pense que le Japon aussi, d'une certaine façon. Et donc, pour ce qui est de la Chine, c'est très... je ne sais pas. Je vous laisse peut-être... Voilà. Je crois qu'il est temps de commencer à conclure. Alors, pour terminer sur la Chine, je retiens quand même de tout ça que, comme le dit Emmanuel Carrère et le Yiking, il est avantageux de voir où aller. Et une dernière question peut-être, Olivier. Vous avez parlé quand même, tout au long de cette rencontre, on est parti de l'économie, mais on a parlé ensuite d'Asimov, de temps géologique, d'anxiété, enfin plein de choses qui sont arrivées. Est-ce que, par rapport à ma question du début, est-ce que vraiment vous êtes sûr que les sciences humaines et sociales vont suffire pour la suite? Vont suffire pour quoi faire? Pour vous exprimer. Ça fait longtemps que je m'exprime en dehors des sciences sociales, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le champ des sciences sociales, qui était très dominé par l'économie et l'économie politique pendant presque 2 siècles, à mon avis, et qui dans les débats en France, du moins l'est encore assez largement, a, de mon point de vue, une opportunité historique de se redéployer, de se redisposer et de faire en sorte que des chercheurs de disciplines très, très différentes, avec des trajectoires intellectuelles très, très différentes, puissent quand même arriver à échanger sur l'histoire de l'humanité. Eh bien, il reste à vous remercier, tous les participants, Sylvain, Laure et Thibaut. Et je rappelle que des capsules d'entretien filmé avec des capsules François ont été prises et seront bien sûr consultables sur le site de l'École des Mines. Voilà. À consommer avec grande modération. Merci beaucoup. Merci.